Elon Musk, on l'a vu hier à la Maison-Blanche, amener une Tesla à Donald Trump pour relancer les ventes de sa voiture, parce que ça va assez mal. Ce qui est intéressant, on va voir le sujet de Corentin Brio, sur ce qu'est cet industriel, mais aussi ce qu'il compte faire sur l'économie américaine, et les résultats sont peut-être un peu mitigés. Explication d'abord de Corentin Brio. Une opération publicitaire organisée par le président des États-Unis lui-même. La Maison-Blanche s'est transformée hier en une éphémère concession Tesla. Un soutien marqué à Elon Musk, dont l'action en bourse s'est effondrée ces dernières heures, mais qui peut donc compter sur Donald Trump. Il ne m'a jamais demandé de faveur. Il ne m'a pas demandé de faire ça. Je lui ai dit, tu sais Elon, je n'aime pas ce qui t'arrive. Et Tesla est une grande entreprise. Je n'aime pas ce qui se passe. Un soutien qui intervient alors qu'Elon Musk est devenu un rouage essentiel du gouvernement Trump. Conseiller du président, l'entrepreneur a été nommé responsable d'une commission chargée de réduire drastiquement les dépenses de l'État fédéral, la taille du gouvernement et le déficit budgétaire. Le multimilliardaire, rouage essentiel de l'administration Trump, est devenu au fil des mois la cible idéale pour les opposants au président républicain. Accusé de prise de position controversée, d'outrepasser ses fonctions et d'être l'incarnation du pouvoir dans l'ombre de Donald Trump. Voilà pour ce sujet sur Elon Musk. La bourse américaine n'a pas très bien réagi aujourd'hui. Je crois que Wall Street était en baisse. Édouard Tétrault. Henri Guénaud, pourquoi est-ce que ça vous intéressait de parler d'Elon Musk? Qu'est-ce qu'il représente? Il nous dit bien plus que ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire il est l'incarnation du pouvoir trumpiste. Non, c'est bien plus que ça. Elon Musk, d'abord, il nous montre ce qu'est aujourd'hui l'espèce de vertige, pour ne pas dire ça, d'ivresse, qui s'empare d'une grande partie de responsables politiques ou qui gravitent autour de la politique. C'est l'ivresse du chef de guerre, l'ivresse de la toute-puissance. C'est de l'ivresse, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que on peut penser que tout ça est instrumentalisé, calculé. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement calculé. Je pense qu'il y a une forme d'ivresse qui est très dangereuse parce que justement c'est une ivresse et qu'on n'a pas de prise dessus. Et Elon Musk, c'est vraiment l'archétype de cette ivresse de toute puissance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. Faut pas croire qu'il défend, il cherche à gagner de l'argent. Il en a tellement gagné que là il en perd beaucoup. Il en perd, mais on va laisser la bourse un instant de côté ou alors on fait toute une émission sur ce que signifie les marchés financiers, les mouvements, ils perdent de l'argent, mais vous savez, quand vous êtes aussi riche, perdre 100 milliards ou 150 milliards, et vous voyez, un jour son entreprise va perdre 50 ou 100 milliards, le lendemain, ils vont récupérer 100 milliards. Enfin, je veux dire, laissons de côté un instant cela. Ça n'intéresse plus vraiment. C'est devenu... il a un tel besoin de puissance qu'il est devenu une sorte d'incarnation de l'homme qui se prend pour Dieu. Donc, la conquête de Mars, la transhumanité, depuis tout longtemps, ça le travaille. La manipulation des foules mondiales à travers ces instruments de communication. C'est l'homme qui se prend pour Dieu. Vous savez, Jupiter, on disait... Jupiter, enfin les Grecs disaient Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Voilà. Bien, il est arrivé à un tel degré de puissance et d'hubris que c'est un vrai danger. Mais ce qui est intéressant dans ce qui lui arrive, en plus, c'est que on a vu la vague Musk, Milley, même Trumpiste d'une certaine façon. Vous savez, regardez ce qu'ils font, on n'a qu'à faire pareil, ça va aller très vite. Alors, un jour c'est la tronçonneuse, l'autre jour c'est la hache. Bon. Moi, j'avais envie d'écrire, je le ferai peut-être un jour, de la tronçonneuse au scalpel, puisque en sortant de la dernière réunion où se sont affrontés ses collaborateurs, et Musk en particulier, avec les autres, à propos de la réforme de l'État aux États-Unis, Trump a dit on va pas le faire à la hache, on va le faire au scalpel. Voilà. Alors des commissions de la hache, nous on en a eu aussi. Après la guerre, on a eu une commission de la hache, l'année suivante une commission de la guillotine. Ça va pas très bien, ça va pas donner d'excellents résultats, mais surtout ça échoue. Voilà, là on est en train, c'est tellement énorme, tellement brutal, tellement irréfléchi. Non, c'est pas une entreprise. On peut être un entrepreneur génial, comme l'est Elon Musk, et puis se heurter aux politiques publiques et à l'État, c'est tout autre chose. Et donc ça devrait être une bonne leçon, je l'espère, pour tous ceux qui, chez nous et en Europe, pensent qu'on peut faire à la tronçonneuse, à la hache, au bulldozer, etc. Ça n'est pas possible. Édouard Tétrault. Alors,
En fait, il y a un match très intéressant qui est en train de se jouer aujourd'hui entre effectivement Elon Musk, la tech, qui est un des grands soutiens inattendus de Donald Trump parce que c'était plutôt californien et démocrate. Et en fait, Corporate America, les grandes entreprises américaines et Wall Street commencent à dire que en fait, le compte n'y est pas. D'abord parce que les tarifs leur coûtent de plus en plus cher, et ensuite parce que c'est ça. oui, les tarifs douaniers, et ensuite parce que les zigzags et la politique totalement irrationnelle de Trump est en train de fragiliser énormément les valeurs. Si la chute de Wall Street continue, en fait, il faut se dire, en France, c'est une anecdote pour le sentiment populaire, la bourse. Aux États-Unis, tout le monde a son 401k, c'est-à-dire son fonds de pension, et en fait, sa retraite future dépend de Wall Street. Si la chute continue, vous allez voir Donald Trump arrêter ses... Il s'adaptera très vite. C'est connerie, voilà. Et il s'adaptera. Le vrai match, il est là. Bien sûr. Patrick Martin. Vous savez, quand on est à New York, j'étais moi au moment de l'élection présidentielle, vous êtes à Times Square à New York et vous voyez tous les Nasdaq, tous les indices boursiers qui s'affichent. C'est vrai que là, il y a une baisse assez sensible de la bourse de New York et il y a un terme qui commence à faire fureur aux États-Unis, c'est la Trumpcession, la récession Trump. Créée par Trump. Et créée par Trump. Donc c'est grave parce que ça veut dire que pour quelqu'un qui avait promis de mettre un terme à l'inflation, on va se retrouver avec une augmentation considérable des prix dans tous les États-Unis. Des gens commencent à faire des stocks également. Une augmentation de 25%, puis de 50%, puis il revient, c'est complètement erratique. Eh bien, les milieux d'affaires, vous savez de quoi je parle, vous savez, ils veulent un climat de confiance qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement. Parce que si on passe son temps à augmenter les tarifs, à les diminuer, eh bien, évidemment qu'il n'y a plus de climat de confiance aux États-Unis et ça risque d'être un véritable échec pour Donald Trump. Henri Guénaud, il y a un espoir quand même dans tout ça, de voir quelque chose de positif émerger dans les semaines à venir, parce que on a beau regarder partout. Il y a un espoir qui dépend à la fois du succès de l'opération Trump, notamment vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Voilà, si on arrêter cette guerre est quand même une condition nécessaire, encore une fois pas à n'importe quel prix, mais il faut arrêter ça. Et d'autre part, ça dépend de nous, c'est-à-dire si l'Europe, moi j'avais pensé qu'on arrivait vers une prise de conscience qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tôt. Tout ce qui nous arrive a été décrit, prévu, prédit par le général de Gaulle dans les années 60. Donc c'est pas par tous les gens qui réfléchissaient un peu. Mais c'est pas une prise de conscience à laquelle on assiste, c'est une fuite en avant. Donc si nous on maintient tout, on continue à faire tout ce qui nous coûte très cher, bien, ça va nous coûter très très cher, mais ça va pas nous coûter très très cher qu'en finance ou qu'en biens matériels. Ça va nous coûter très très cher en explosion sociale, politique. Regardez la crise de la démocratie, la crise politique dans tout l'Occident. Voilà, si Trump fait ce qu'il fait, s'il a été élu, c'est le fruit de la crise politique. Est-ce qu'il va arriver à la résoudre? Je n'en sais rien. On n'en sait rien. S'il la résout pas, ça sera encore pire. Et en Europe, là, ça prend des proportions qui sont extraordinairement inquiétantes.